Je vous présente donc un travail qui a été réalisé avec mes collègues de l'unité Sphère. Donc, mieux appréhender le vécu et le ressenti des patients grâce à l'évaluation de critères tels que la qualité de vie ou l'anxiété est indispensable en oncologie pour évaluer les conséquences des traitements, mais aussi des prises en charge. Et donc, ces critères qu'on nomme PRO pour Patient Reported Outcomes sont rapportés par les patients directement, sans évaluation extérieure, et servent à évaluer des concepts que l'on ne peut pas observer directement, mais que l'on peut mesurer au moyen de questionnaires. Donc on a un instrument de mesure un peu particulier. Je vous ai mis comme exemple le QLQC30 qui est beaucoup utilisé pour l'évaluation de la qualité de vie des patients atteints de cancer. Il contient 30 items groupés en 15 dimensions, donc avec vraiment une évaluation de différents aspects de la qualité de vie. Et ici, vous avez la dimension fonctionnement émotionnel, donc qui mesure de la qualité de vie émotionnelle, avec 4 items et 4 modalités de réponse. Alors le problème en oncologie, c'est que derrière le terme cancer, on englobe des pathologies très diverses, avec des prises en charge diverses, mais aussi différents traitements. Et cela entraîne un vécu et une évolution différente pour les patients, mais aussi des représentations sociales de la pathologie cancéreuse différentes. Donc on va souvent évaluer et comparer l'évolution de la qualité de vie entre différents groupes de patients. Et pour que ces comparaisons de moyenne aient du sens, il faut s'assurer que notre outil de mesure, qu'est le questionnaire, est invariant. C'est-à-dire que la perception des items est la même entre les groupes, si on est dans des comparaisons de moyenne entre groupes, ou que la perception des items est la même dans le temps. En cas de non-invariance de la mesure, on peut obtenir des estimations biaisées des paramètres et aboutir à des conclusions erronées. Donc là, je vais me focaliser sur 2 types de non-invariance. Entre les groupes, on appelle cette non-invariance du fonctionnement différentiel de l'item, ou DIF, et entre les temps de mesure, on appelle ça du response shift. Le response shift est un peu différent du DIF dans le sens où il est non seulement un biais de mesure, mais il peut aussi être un critère d'intérêt de l'analyse, puisqu'un changement de perception des items dans le temps peut être lié à l'adaptation des patients à leur maladie, et donc être un critère intéressant à évaluer. Si l'on se place au sein d'une dimension et que l'on veut détecter du response shift au niveau des items de cette dimension, les méthodes les plus courantes reposent sur des modèles à équations structurelles via la procédure de Hort ou sur les modèles de la famille de Rasch via un algorithme qui s'appelle Rosalie. Quelles que soient les méthodes au niveau des items, l'hypothèse forte qui est faite dans ces modèles, c'est que tout l'échantillon va être affecté de la même manière par le response shift, même si on a différents groupes de patients identifiés dans l'échantillon. Donc pour aller vers des analyses de response shift un peu plus individualisées, on peut se tourner vers les modèles à équations structurelles multigroupes. Le problème de ces modèles à équations structurelles, c'est qu'ils font l'hypothèse de données manquantes aléatoirement. Et lorsqu'on a des PRO, on a des données manquantes potentiellement informatives. Par exemple, un patient qui est trop fatigué peut ne pas répondre à un questionnaire sur la fatigue. Donc une piste pour les données PRO ici est d'intégrer une covariable dans l'algorithme Rosalie déjà existant. Et donc l'extension de cet algorithme que je vais présenter aujourd'hui a pour objectif de pouvoir évaluer l'impact d'une covariable qu'on suppose connue sur le DIF, le response shift et également l'évolution de notre critère d'intérêt de type PRO au moyen de modèles de Rasch longitudinaux. Donc l'algorithme Rosalie repose sur un modèle de la famille de Rasch qui est le modèle à crédit partiel, longitudinal uniquement entre 2 temps de mesure.
Donc sans rentrer dans les détails du modèle, c'est un modèle logistique où on explique la probabilité de répondre à l'item J au tenté pour l'individu I en fonction de paramètres qui caractérisent l'individu, qui sont ici groupés en jaune, avec notamment le niveau de l'individu sur le critère d'intérêt, et puis également en fonction de ce qu'on appelle les difficultés des items, qui sont ici groupés en noir, qui sont les delta JPG. On a une difficulté d'item par modalité de l'item J, par groupe et par temps. C'est ce qui nous permet d'opérationnaliser en fait le changement de perception des items, puisque si cette difficulté d'item change entre les groupes, on va conclure à la présence de diff sur l'item. Et si cette perception de l'item change entre les temps de mesure, on va conclure à du response shift. Un peu plus en détail, le diff peut être dit uniforme si pour toutes les modalités de l'item, la différence entre les groupes est la même. De même pour le response shift qui peut être uniforme ou non uniforme. Et enfin, le response shift peut être commun, c'est-à-dire qu'on a le même changement de perception dans le temps entre nos deux groupes, ou il va être dit différentiel si l'intensité du response shift n'est pas la même dans les deux groupes, ou si le response shift n'intervient que dans un des deux groupes. Donc en pratique, la première partie de l'algorithme s'intéresse à la détection de diff. On compare dans un premier modèle, qui est le modèle A, un modèle sur lequel il y a du diff sur tous les items, à un modèle B qui est contraint sans diff. On les compare par un test de rapport de vraisemblance. S'il n'est pas significatif, on n'a pas mis en évidence de diff sur notre échantillon et on passe à la détection du response shift. Si le test est significatif, on va, grâce à l'étape C, en partant du modèle B, relâcher une à une les contraintes liées au diff pour identifier quels items sont affectés par du diff et pour ces items, quel est le type de diff. Dans la partie 2, on a un modèle qui prend déjà en compte les diffs qu'on a identifiés et on va essayer d'identifier le response shift. Donc on compare de même un modèle complet avec response shift avec un modèle restreint sans response shift, avec un test de rapport de vraisemblance. Si le test est significatif, on va à l'étape 3 identifier quels items sont affectés par du response shift. Pour ces items, est-ce que le response shift est commun aux deux groupes ou est-ce qu'il est différentiel et quel est le type de response shift? On arrive enfin à l'étape 4 où on a construit un modèle qui prend en compte les diffs identifiés et les response shift identifiés. Et donc dans ce modèle, on va pouvoir évaluer notre effet temps, notre effet groupe, une potentielle interaction temps fois groupe qui sera ajustée sur les différents effets. Donc si je vous ai perdu, je vais essayer d'illustrer cette méthode sur les données de l'étude LK, qui est une étude prospective longitudinale qui étudie l'évolution de la qualité de vie et les changements psycho-économiques liés au cancer. Donc, dans cette étude, on a deux types de cancers, des patients atteints de cancer du sein ou de mélanome à des stades précoces qui ont été suivis 2 ans après leur diagnostic. Et là, je vais appliquer l'extension de Rosalie sur uniquement la dimension fonctionnement émotionnel du QLQC30, donc qui est composé de 4 items, et uniquement sur la première année de suivi des patients, puisque ça correspond à la phase de traitement, et donc qui est une phase où on peut s'attendre à ce que les patients s'adaptent à leur maladie et présentent du response shift. Et donc je vais pouvoir comparer l'évolution de la qualité de vie dite émotionnelle au cours de la première année de suivi. Donc, lorsque j'applique cet algorithme Rosalie sur mes données, l'algorithme a identifié du response shift uniforme et commun sur l'item 22, qui est l'item « Vous êtes-vous fait du souci ?» Alors là, j'ai l'impression que vous ne voyez pas les couleurs. Je vais peut-être...
Alors en fait, vous avez des seuils là, par exemple entre beaucoup et assez. Donc ce qui est représenté sur le graphique, c'est la modalité de réponse la plus probable, donc ici c'est beaucoup, en fonction du niveau de fonctionnement émotionnel des patients. Donc ici, vous voyez que AT1 pour le mélanome, on a un seuil ici entre la modalité beaucoup et assez, et en fait, ce seuil, c'est notre difficulté d'item. Donc pour l'item 22, on a du response shift dont la valeur est négative. Donc on a les seuils se déplacent entre T1 et T3 vers la gauche, ce qui veut dire que si on prend des patients qui ont le même niveau de fonctionnement émotionnel au de temps, les patients ont tendance à moins rapporter qu'ils se sont fait du souci 1 an après le diagnostic qu'au moment du diagnostic. On a également identifié du response shift uniforme et commun aux deux groupes. Sur l'item 23, vous êtes-vous senti irritable? Cette fois-ci, le response shift, donc toujours les écarts en rouge, est positif, donc les seuils se sont déplacés vers la droite. On a en plus du diff uniforme sur cet item. Donc le diff, on va comparer nos deux groupes de patients. Et pour le diff, donc la valeur est négative et les écarts sont en jaune. Donc on compare les patients atteints de mélanome ici qui ont le même niveau de fonctionnement émotionnel que les patients atteints de cancer du sein. Et à même niveau de fonctionnement émotionnel, les patients atteints de mélanome ont tendance à plus rapporter qu'ils se sont sentis irritables que les patients atteints de cancer du sein. On obtient dans la dernière étape nos effets ajustés sur les différents diff et response shift. On a un effet groupe significatif avec, au moment du diagnostic, les patients atteints de cancer du sein qui ont une plus mauvaise qualité de vie émotionnelle que les patients atteints de mélanome. On a également une interaction temps-fois-groupe significative avec une augmentation du fonctionnement émotionnel pour les patients atteints de cancer du sein. Donc on a mis en évidence des différences de perception entre les différents types de cancers, avec les mélanomes qui rapportent plus qu'ils se sont sentis irritables. Alors une première piste d'explication, c'est que dans le mélanome, on a un traitement par interféron qui peut provoquer des troubles de l'humeur. Cet effet du type de cancer peut être aussi un effet sexe caché, dans le sens où dans notre échantillon de cancer du sang, on n'avait que des femmes, alors qu'on a des hommes et des femmes pour le mélanome. On a également des différences de perception entre temps, avec des patients qui rapportent moins, qui se sont fait du souci à la fin des traitements, peut-être parce qu'ils se projettent dans l'après-traitement avec un espoir de rémission. Et en revanche, ils rapportent plus qu'ils se sont sentis irritables, et peut-être là avec un ras-le-bol de cette année de traitement, une année un peu compliquée après le diagnostic. On a également une évolution de la qualité de vie qui est différente en fonction du type de cancer, et ce qui amène à la fin à avoir des patients atteints de cancer du sein qui ont à peu près le même niveau de fonctionnement émotionnel que les mélanomes. Donc tous ces effets nous amènent à penser que les besoins sont différents en termes de prise en charge et de soins de support en fonction des différents types de cancers, mais aussi en fonction du temps, du recul depuis le diagnostic. Et je finirai sur cet algorithme. On est pour l'instant dans un cadre très contraint et on doit encore le valider par simulation, mais on aimerait le généraliser à des covariables avec plus de modalités, dans des études à plus de 2 temps de mesure, et puis lorsque la covariable n'est pas connue. Ici, on avait une covariable très bien identifiée qui était le type de cancer, mais ce n'est pas toujours le cas, où ça peut être un faisceau de covariables psychologiques, par exemple. On aimerait intégrer une analyse en classe latente dans Rosalie. Donc voilà pour cette extension. Merci.